je raconte ce moment que personne ne connaît, où un détenu a demandé à être reçu par le juge Pierre Michel. Vous en parlez du juge Michel. C'était un de mes clients. Je l'ai accompagné. Et il a dit au juge, j'étais là, on va vous assassiner. Vous avez entendu cette phrase? Oui, et un mois après, il était mort. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube qui vient de dépasser les 500 000 abonnés. Donc on vous remercie pour ce succès et pour cette fidélité à cette chaîne. Vous revenez toutes les semaines plus nombreux pour regarder nos émissions et nous vous en remercions du fond du cœur. Également, n'oubliez pas, ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube, qu'il existe aussi l'application Omerta. Application, c'est 5 € par mois, 2 € pour les étudiants, où vous avez accès au contenu des documentaires que nous produisons sur Omerta, également tout un bonus sur la vie de la rédaction, sur la façon, sur le making-of de ces grands reportages en Afrique, en Ukraine et en Afghanistan, dans tous les endroits où nous sommes allés depuis le début d'Omerta il y a 3 ans. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas non plus le magazine Omerta, Congo, silence, on tue, sur la région des Grands Lacs, sur ce qui s'y passe depuis 1994. Nous y sommes rendus cet été pendant 3 semaines et nous avons ramené ce magazine. Donc ça, il est en kiosque dans 5000 points de vente. Voilà, vous pouvez encore l'acheter. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle édition du Grand Entretien, je reçois Gilbert Collard. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors, vous sortez votre livre, je vais le montrer à la caméra, mais on l'incrustera aussi, Indéfendable mémoire, c'est le tome 2, et j'ai vu que vous allez en faire un tome 3. Le tome 3, ça y est, vous êtes déjà à l'écriture, ou est-ce que vous écrivez rapidement, non? Ah non, c'est pas vrai. Non? Non, il me faut un an. Un an par livre. Donc... Un an de travail. Ouais. D'accord, un an de travail. Alors, donc, avocat, homme politique, ancien député européen également. On vous connaît pour vos coups de gueule, votre franc-parler dans les prétoires comme à l'Assemblée. Donc vous sortez ce 2e tome, Indéfendable mémoire. Personnellement, ce titre m'a tout de suite fait penser au livre de Jacques Vergès, L'avocat du diable. Oui. Est-ce que, comme lui, vous estimez avoir marqué le droit et la justice en étant souvent brocardé, critiqué, mis à l'index, en prenant des risques, d'autant plus encore par vos choix politiques? Et qu'y a-t-il d'indéfendable dans vos mémoires? Ce qu'il y a d'indéfendable dans mes mémoires, c'est que ce sont mes mémoires. Et qu'à l'intérieur, j'y raconte beaucoup de choses qui sont inaudibles, qui sont insupportables. Par exemple, je raconte ce moment que personne ne connaît, où un détenu a demandé à être reçu par le juge Pierre Michel. Vous en parlez du juge Michel. C'était un de mes clients. Je l'ai accompagné. Et il a dit au juge, j'étais là, on va vous assassiner. Vous avez entendu cette phrase? Oui, et un mois après, il était mort. Je raconte en détail ce qui s'est passé, je ne vais pas le reprendre ici, mais ce sont des moments qui n'ont jamais été racontés, comme la relation entre le juge Pierre Michel et Jean Jehan, un capo di tutti capi, qui à l'âge de 80 ans a été arrêté pour trafic de drogue. Papy faisait sa retraite dans la Schnouf. Le Jean Jehan en question, c'est lui qu'on voit dans le film French Connection. Très bien. À un moment donné, dans le métro de New York, je ne sais pas si vous en souvenez. Je me souviens très bien du film, mais voilà, ce passage... le personnage principal est poursuivi par un agent du Narcotic Bureau dans le métro. Il descend du métro, l'agent descend, il remonte, l'agent remonte, il redescend, donc il le baise. Et au moment de s'enfuir, il se retourne et il fait « au revoir hein, ». French, toujours poli. Et Michel, le juge Michel, a toujours voulu savoir si cette scène était vraie ou pas. Et alors? Et alors justement, je le raconte dans le bouquin, lors du dernier interrogatoire,
C'est ça qui est inouï, inimaginable. On peut que le raconter dans un livre, quoi. Pierre Michel, il n'est pas loin de sa mort, hein, va dire à Jean Jehan, alors, c'était vous le métro? Jean dit, non, monsieur le juge, moi, j'ai une vie irréprochable. Bon, bah écoutez, je vous vois pour la dernière fois, puisque je vous libère ce soir, mais je vais faire ce que j'ai jamais fait pour aucun détenu, je vais vous raccompagner. Et nous partons tous les trois, le juge, Jehan, avec sa canne, qu'il avait non pas pour claudiquer, hein, mais pour se défendre, et moi. Et on arrive à l'entrée de l'escalier qui conduit au géol, et là, Jean Jehan met un pied sur une marche, un pied sur une autre marche, il se retourne et il fait « toujours poli ». Et Michel me regarde émerveillé et il me dit... Il avait sa réponse. J'ai ma réponse. Voilà. Ouais. Alors vous comprenez pourquoi c'est indéfendable, quoi, voilà. Oui, c'est indéfendable. Alors, ça fait partie des carrières. Alors, quand on est reporter aussi, parfois, on a des choses comme ça, un peu, qui sortent de l'ordinaire. Ah, oui. Et, mais justement, je voulais m'adresser à l'avocat que vous êtes viscéralement. Qu'est-ce qui, au départ, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclic qui vous a poussé vers cette profession? Vous écrivez traquer à la loupe les sentiments complexes, la vérité dissimulée dans les personnages du crime sur les scènes différentes qu'ils ensanglantent. Est-ce que c'est ça qui vous a percé ce mystère humain? Oui, le crime... Enfin, au départ. Toute la chimie émotionnelle humaine me passionne. Voilà. Je n'ai jamais pu juger de ma vie. Je ne juge pas. Je m'énerve, je m'indigne, je me mets en colère, je déteste, je me réconcilie, mais je ne juge pas. Ne jugez pas pour ne soyez pas jugés. Vraiment, j'applique ce principe. Donc ça me permet d'approcher n'importe qui avec détestation peut-être, hein, mais sans préjugés. Vous voyez ce que je veux dire, hein, bon. Et quand on fréquente les grands criminels, les fauves, quand on fréquente les grandes victimes, pareillement, hein, on entre dans des tempêtes émotionnelles inouïes, inimaginables. Hein. Et l'écrire au jour le jour, moi j'ai des tas de carnets. Hein, je me rappelle, après l'exhumation de mon temps, hein, j'ai pris plein de notes, et notamment, j'avais noté obligé de virer mon manteau en cachemire, il pue le cadavre. Ah oui. Et c'est vrai, j'ai pas pu le garder dans la chambre, parce que j'étais à la morgue avec le manteau. Oui. Bon, voilà. Ça s'imprègne. Voilà, alors, si vous voulez, c'est tous ces détails, quoi, qui font que je me passionne pour l'être humain, quoi. Voilà. C'est une vraie passion pour l'être humain. Maintenant, fondamentalement, j'ai choisi d'être avocat parce que je déteste l'injustice. Je déteste le pouvoir. Je n'aime pas les pouvoirs. Est-ce que quand on devient avocat, qu'on est confronté aux grands fauves, est-ce qu'il y a un point commun entre ces grands fauves? Ah oui. Lequel? Le plaisir. Tous. Il n'y en a jamais qui tue par erreur, même si c'est... Ah, évidemment, fournirait... bon. Non, mais moi, ce qu'on ne dit pas, c'est interdit de le dire. Le tueur, c'est interdit de le dire. Ouais. Le tueur anticipe le plaisir que lui procure la mort de l'autre. C'est complètement archaïque. Ça nous renvoie à la caverne. Ça nous renvoie à la préhistoire. Que l'être humain porte en lui dans les circonvolutions cérébrales. Hein. Et c'est une réalité. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut surtout pas le dire. Il faut qu'on ait des psychiatres pour nous empêcher de le dire. Parce qu'ils vont utiliser d'autres mots, d'autres phrases, un autre vocabulaire aseptisé, scientifique. Mais le meurtrier, c'est d'abord un jouisseur du meurtre. Je n'ai pas rencontré dans toute ma carrière
un seul assassin qui ait du remords ou du regret. Dostoïevski, du reste, l'a dit avant moi, dans Crime et Châtiment. J'en ai pas rencontré un. Alors, Gilbert Collard, nous avons un point commun. Ma première grande enquête sur le terrain pour Paris Match a été le suicide de l'Ordre du Temple solaire. Ah tiens. Voilà. Alors, un étrange massacre avec des gourous charismatiques, Joe Dimambro, Luc Jouret, fantasques, et des adeptes souvent riches et naïfs. Une histoire unique. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette histoire? Parce que là, on n'est pas dans la jouissance du crime, on est dans un espèce de... On est dans la jouissance. Ah bon, vous pensez? Oui. Ah bah, je vous rappelle quand même. La communion spermatique, c'est quand même... Oui. C'est quand même de l'ordre de la perversité sexuelle, quoi. On est à la limite de la baise noire. Oui. Pour ne pas dire la messe noire. Bon, quand Jouret, en soutane, se fait pomper, jouit dans la bouche d'un homme ou d'une femme, qui va porter le sperme aux uns et aux autres dans l'Assemblée pour les faire communier, comme une parodie infernale d'Eucharistie, on est dans la jouissance. Quand il exige, avant de célébrer un mariage, de purifier l'épouse en couchant avec elle, et que ces gens acceptent. Oui, mais c'est ça qui est fabuleux. Acceptent, quoi. Bon, et alors, vous avez la famille Vuarnet. La famille Vuarnet, des architectes, c'est incroyable. Des avocats, des médecins, médecins qui alors, était-il complice de cette jouissance frauduleuse, on va dire, pour ne pas employer un autre terme, se donnait-il le prétexte à ses partouzes, en trouvant que c'était mystique? Je ne peux pas répondre. Je ne me permettrai pas de répondre en plus. Bon. Mais la dimension sexuelle dans le crime, et notamment dans la vie sectaire, existe. Et elle est très importante. Mais là, dans l'ordonnation du meurtre, on m'avait expliqué que c'était... il devait se réincarner sur Sirius, qu'ils avaient fait, je crois que c'était le 10 octobre, parce que c'est 2 fois 5. C'est ça, une symbolique hallucinante. Une symbolique hallucinante, mais ils sont eux-mêmes morts dans l'histoire. C'est quand même complètement dingue. Oui. C'est à part quand même ce truc. Ah oui, alors... je ne sais pas comment vous l'avez vécu, c'est ça que je voulais savoir. Moi, cette affaire, je le raconte dans le bouquin, quoi. Bon, on a l'impression d'être dans le Da Vinci Code. C'est un prêtre c'est un prêtre, un dominicain qui me fait entrer dans l'affaire, parce que il avait illustré un petit livre de poèmes écrit par l'une des victimes dont il était l'ami, livre postfacé par Jouret, qu'il avait rencontré. D'accord. Et quand ce prêtre avait appris la disparition de son ami, de la femme de son ami, du fils de son ami, dans le massacre du temple de l'ordre solaire, ce qui le préoccupait, ce prêtre, c'était, m'a-t-il dit, de ne pas avoir vu le diable. Il avait rencontré le diable et il ne l'avait pas vu. Ah oui. Et ça... c'est pour ça qu'il vous a appelé. Oui, il m'a demandé de m'occuper de la famille. Et je suis entré dans cette affaire, non pas comme on entre dans une affaire pénale ordinaire. Non, c'est pas vrai. J'y suis entré comme un enquêteur. Oui, mais c'est ça. J'étais passionné. Je suis allé sur les lieux, j'ai rencontré les témoins, j'ai rencontré les familles, et puis quand même, le procès. Le procès, il a lieu dans une salle. C'est une bibliothèque cosmologique. Il y a des planètes au plafond. On se dit, mais c'est pas... Il y a un deuxième massacre. Il y a un deuxième massacre. Il y en a 3, il y en a 4. Dans Saint-Pierre-en-Vercors. Et massacre au Canada également. Et massacre au Canada, Et alors, il y a aussi cette histoire incroyable de la fille mystique, quoi, qui a été enfantée par Joe Dimambro, je crois. Voilà, grâce à l'épée. On m'a décrit ça comme une ancienne adepte m'avait dit, c'est une théogonie.
Voilà, ça s'appelle la théogonie, absolument. Voilà, c'est le dieu qui se... Mais il se fait surprendre, dit Mambro, en train de baiser avec la mère mystique qui n'aurait jamais eu de rapport avec lui. Oui. Voilà. Alors, non, mais c'est fou. Cette affaire était folle. Elle est passionnante. Ouais. Alors, vous avez donc vous avez plus de 1000 procès. Oui. Évidemment, la question, c'est lequel vous a le plus marqué. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, quel client a été le plus compliqué à défendre? Ils ont tous été compliqués à défendre. Tous. Je n'ai pas eu un plus compliqué qu'un autre. Les plus compliqués, ce sont les vrais malades mentaux. Parce que là, on n'entre pas. Oui. On n'entre pas. Donc la défense, c'est plus difficile à... Vous savez, une fois, je défendais un type qui était accusé d'avoir tué à coups de couteau son amant. Et il ne voulait absolument pas reconnaître son homosexualité. Pourtant, s'il l'avait reconnu, l'affaire devenait simple. Hein. Mm. C'était un mobile amoureux. Mm. On savait que l'amant fréquentait la gare Saint-Charles, les petits michetons, donc le drame pouvait s'expliquer d'une manière passionnelle. À partir du moment où il niait, on était confronté à un mur. Mm. On ne pouvait quasiment pas le défendre, quoi. Mm. Alors j'ai essayé à plusieurs reprises de le faire avouer. Et un jour, je l'avais fait remettre en liberté. Et 3 coups de couteau, hein. 3 coups de couteau. Et un jour, on est au restaurant. Il est en face de moi. Il avait sa fourchette, son couteau. Et je recommence à lui dire, mais reconnaissez que vous aviez une relation homosexuelle. Il prend son couteau. Il le plante 3 fois dans la table et il me dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais. Et là, vous n'avez pas regretté de l'avoir fait libérer? Il est reparti en prison après. Hein. Oui. Mais ça aussi, il y a un regret parfois quand la personne récidive. Il m'est arrivé de désapprouver la clémence de certains verdicts. Hein. Ah oui. Ah oui. Par exemple. Dans une affaire d'homicide sur une épouse, le jury a considéré que c'était passionnel, alors que c'était purement criminel. D'accord. Bon débarras, quoi. Et vous... Je l'avais compris, moi. Ouais. Mais attention, ne croyez pas que les criminels nous disent la vérité. Hein. Mais non, mais moi, je n'ai eu dans ma carrière que des innocents. Hein. Mmh. Bien sûr. Non. Bien sûr, oui. Alors, Gilbert Collard, vous êtes un Marseillais, alors, en ce moment, l'OM redresse la tête, hein, mais la ville plonge. Des magistrats des Bouches-du-Rhône la décrivaient il y a quelques mois comme une narco-ville. On a vraiment l'impression, parfois, que Marseille est le laboratoire du pire. Pourquoi ? Ça remonte à son histoire. J'essaye de le raconter. Vous avez beaucoup de chapitres sur Marseille. Oui, j'essaie de le raconter parce que je me suis passionné pour l'histoire de Marseille. Tout remonte à la décision que prend, sous Louis-Napoléon, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, un préfet du nom de Maupin, qui, dérangé par la bonne bourgeoisie, que la présence des filles dites de mauvaise vie, mais qui à l'époque la rendaient belle, veulent absolument qu'elle débarrasse le plancher des honnêtes femmes. Oui. Donc le préfet, sous la pression de sa femme, décide de parquer tout le monde, dans le fameux quartier du Panier. Voilà, hein, dans le fameux quartier du Panier. Et là, il va créer une espèce de ghetto où la pègre va grandir. Et on va voir sortir de... Ils parleront même une langue qui leur est particulière. De ce quartier. De ce quartier, oui. Un argot. Un argot qui est l'argot du... Et de là vont sortir Carbone, Spirito, tous les grands truands de l'histoire marseillaise. Alors, cette histoire criminelle marseillaise que Sandrars a décrit magiquement
dans L'homme foudroyé, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Hein, moi, je suis un passionné de Sandrard. Je ne peux pas vivre Sans Blaise Sandrard. Sans Blaise, hein, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Je me couperais presque une main pour lui ressembler. Vous voyez, bon, il y a aussi la mer, le large. À l'époque, les bateaux qui vont aux quatre coins du monde, qui permettent l'évasion. Grâce au port, vous avez la clé des champs, qui est la clé des mers. Vous partez, on ne vous retrouve pas. Et commence à Marseille le trafic de femmes. Et à Buenos Aires, à l'initiative d'un Marseillais, commence le micheton à domicile, la livraison. Vous voyez, avec ces fameux demi-poids hein, dont on parlait, ces femmes qu'on envoyait là-bas. La drogue, on oublie. La French Connection, l'héroïne. Bien après, mais on oublie. C'est le début de l'héroïne en France. Absolument, mais on oublie que la vente de drogue en Indochine, c'est l'État. Oui. L'État vend la drogue aux Indochinois pour payer l'effort de guerre. Et c'est tout à fait quasiment autorisé de trafiquer la drogue. C'est Jean Cocteau qui se drogue. C'est la bonne société qui se calme. Et tout ça, ça nous amène progressivement à la French Connection. Au fil du temps, le Combinati, vous voyez, toutes ces histoires. Vous avez toujours au cœur la fameuse affaire Boucan que je raconte, le caprice des temps, ce bateau incroyable qui est arrêté, l'évasion du commandant. Vous avez toujours, plus maintenant parce que le port est mort à cause des dockers, hein, mais vous avez toujours cette espèce de va-et-vient de la mer qui permet l'évasion. Mais pour revenir sur la French Connection, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle développe le sale boulot de la drogue que les mafias de New York ne veulent pas. Absolument. Il y a un côté encore moral chez les Italiens installés. Ils ont beau se trucider entre eux et contrôler tout un tas de... Ils veulent pas. Mais on a aussi, attention. Mais ils ne veulent pas aller dans la drogue. Ils ne veulent pas aller à la drogue, mais on a la meilleure drogue du monde. Et vous savez pourquoi? Je le raconte dans le livre. Parce que le premier chimiste, dont la drogue a fait le tour du monde, a appris à fabriquer la drogue en essayant de faire du pastis. C'est incroyable. C'est pas vrai, c'est pas faux. Mais même Lucien Aimé Blanc, le patron de l'Office de lutte contre les... le racontait lui aussi. On dirait que quand on boit un peu trop de pastis aussi, il y a des conséquences. Il cherchait la formule, il voulait faire du... C'est du pastis concentré, du pastis de contrebande, voilà. Bon. Ok, d'accord. Et ce chimiste-là a été le premier à faire de la drogue. Alors, justement, mais je veux quand même insister sur cette évolution de Marseille, parce que depuis la French Connection jusqu'à l'univers que décrit un film comme Bac Nord, par exemple, il y a quand même, oui, il y a toujours eu du crime, oui, il y a toujours eu de la pègre, mais il semble qu'aujourd'hui, on soit passé à l'établissement de cartels avec des noms c'est terrifiant aujourd'hui, qui ressemblent avec des méthodes sud-américaines, quasiment. Ce qui se passe aujourd'hui est terrifiant. Et vous savez, quand Mémé Guérini est sorti de prison, j'ai été son avocat. Je suis du reste toujours en relation avec sa fille Marie-Christine, qui est une amie. Et je me rappelle d'une chose que Mémé Guérini m'avait dit. On parlait du milieu, on parlait de la délinquance, de la criminalité. Et il m'avait dit, il n'y a plus de milieu aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de juste milieu. C'était il y a 30 ans. Oui. Ça veut dire quoi, il n'y a plus de juste milieu? Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, on est dans l'absence de limite. On tire sur n'importe qui. Un chauffeur Uber par un gamin de 16 ans à Marseille. Voilà. Il n'y a plus de limite. Pour un règlement de compte, on prend 5 000 euros. Aucune limite. Ouais. Ils veulent former des gardiens de prison. Demain, ils voudront former des juges. Mais vous voyez, dans l'affaire Amra, il y a un petit délinquant, trafiquant de drogue normand, établi à Rouen et dans la région, qui va prendre une dimension à partir du moment où il est en contact avec Marseille.
c'est Marseille qui le... Et c'est quelque part aussi Marseille et d'autres mafias qui vont le faire libérer dans cette espèce d'évasion spectaculaire. Donc on a l'impression que dès qu'on touche à Marseille, et ceux qui luttent contre le trafic de drogue, même comme dans des villes comme Rennes, disent oh, quand les types descendent de Marseille, là on ne peut plus rien faire. Quoi. Et non, parce qu'il y a une... C'est fou, quoi. D'abord, il y a une... Pourtant, c'est une ville sympa. Ah, moi, je l'aime beaucoup. Non, mais qui n'est pas de Marseille ne peut pas comprendre Marseille. Il faut y être né. Mais c'est pour ça, expliquez-nous, donnez-nous des éléments. Mais c'est très compliqué à expliquer, parce qu'il faut, si vous voulez, il faut y être né parce qu'on comprend tout de suite qu'une personne est 20 personnes à la fois. D'accord, ok. Vous voyez, voilà. Vous avez en même temps la balance qui est fidèle à une équipe, mais qui peut la trahir pour être fidèle à une autre équipe. Qui va se sacrifier pour vous rendre service, et puis qui va vous trahir. Voilà. Vous ne savez pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui, et au milieu de cela, vous avez aussi les jeux politiques, et puis l'apparition de quelque chose qui n'existait pas autrefois. C'est ce que j'appelle, moi, d'un terme qui n'est pas forcément bien trouvé, la féodalité. Autrefois, quand on cherchait un truand, on avait le bistrot. Alors, on savait que le Méditerranée, c'était le bar des Guérini, le Krypton, c'était le bar de Zampa. Maintenant, ils sont dans les cités. Et là, le pont-levis, quand il est levé, vous n'y entrez pas. Et autant on pouvait aller chercher Mémé Guérini au Méditerranée, autant on ne peut pas pénétrer à l'intérieur d'une cité. Parce qu'il y a 100 cités dans la cité. Et ça a tout changé, vous comprenez ? Et puis, il y a aussi la porte vers la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, les autres destinations. Et là, ça devient insaisissable. Et c'est pour ça que Marseille, avec aussi un fond maintenant réel qui relie le narcotrafic au terrorisme. Au terrorisme. Parce que vous avez maintenant, dans ces cités, des imams très radicaux qui utilisent ça devient... La fameuse mosquée des Bleuets, c'est voilà, ça, oui. Ça devient pré-révolutionnaire, quoi. Voyez-vous ? Il y a un cocktail comme ça. C'est pour ça que, quand je le dis, on me prend pour un dingue, ça va forcément dégénérer, parce qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Ça rappelle la guerre d'Algérie. Et à côté de ça, moi je dis toujours quand je vais à Marseille, c'est la seule ville où le chauffeur de taxi vous vend sa ville. Vous la décrivez comme merveilleuse. Non mais vous arrivez à Paris, il ne va pas vous parler de Paris, le chauffeur de taxi. Là-bas, oui, c'est quelque chose d'assez mais en même temps, c'est une ville qu'on aime. Hein. Ouais, c'est très particulier. Gilbert Collard, vous êtes un homme de gauche à la base. Vous avez rejoint la campagne de Marine Le Pen en 2012. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui, à l'époque, a justifié ce choix ? Mais moi, je suis... Alors, vous avez parlé de justice, c'est ça qui vous a motivé ? Non, un truc très simple, non. Moi, j'étais de la gauche littéraire. J'étais de gauche parce que j'avais lu Jules Vallès. J'étais de gauche parce que j'avais lu Zola. J'étais de gauche parce que j'avais lu Hugo. Mais quand j'ai été confronté à la réalité de la gauche, c'est-à-dire l'entourage de Gaston Defferre, et quand j'ai vu Bernard Tapie ministre, j'ai fait un article qui a été publié dans le Figaro, sous la plume de Jean-Pax Meffray pour être très précis, qui s'intitulait « Comment peut-on être encore de gauche quand Tapie l'est ?» Et je suis parti. Voilà. C'est acté, voilà. Et je suis parti parce que c'était pas ma conception de la gauche. Et ça l'est toujours pas. Je veux dire, la gauche d'aujourd'hui, Faure, ces gens-là, je me retrouverai... Vous pensez que l'intelligence a abandonné la gauche ou que la gauche a abandonné l'intelligence ? Un type comme Julien Drey, par exemple, je m'entends très bien avec lui. Oui.
Mais lui, il a fait un peu de son mea culpa. Aussi, oui, mais moi j'avais des potes à l'époque. Mon meilleur ami était communiste. Oui, mais Jacques ça... Vatel. Oui. Bon, ils étaient raisonnables. Vous aimez Sandras, moi j'adore Aragon. Voilà, mais Aragon, je l'aime beaucoup. Bon, Et lequel voilà. d'Aragon vous aimez? Ah comment là aussi, hein, celui d'avant, Elsa Triolet, Lequel, voilà. Parce le que, copain de Brieux-La Rochelle. voilà, Ouais. lequel, voilà. Ouais, Parce que il y en a plusieurs là Oui, il aussi. y en a Hein. plusieurs. Voilà, bon. Alors donc, mais c'était, vous comprenez, on a parfaitement le droit d'être de gauche, mais le wokisme, tout ça, je trouve que Oui, c'est mais c'est ça aujourd'hui, c'est la vraie délirant, question. quoi. Comment est-ce que la gauche peut être, quand vous regardez LFI, bon, vous connaissez Mélenchon, Oui, très bien. Oui. qui est entouré quand même de gens qui se prétendent descendants du comité de salut public, Oui, quelque qui sont- part, oui. mais qui, en termes d'intellect, quand ils se trompent, considèrent qu'on ne doit pas remettre en question parce que, voilà, on peut dire une connerie, on l'affirme. En fait, c'est plus de l'affirmation que de la réflexion. Et aujourd'hui, on a quand même des déserts intellectuels, des Delogu, des Raphaël Arnaud, des gens, des Louis Boyard, qui sont à l'Assemblée et qui représentent cette gauche. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais c'est terrifiant, non? Vous ne trouvez pas? C'est un signe de mort clinique. Ce sont des signes, il faut Mais les voir. Mélenchon, ça reste un type intelligent. Mais Mélenchon est un type intelligent, mais Mais qu'est-ce qu'il veut faire alors? et il a peur de vieillir. C'est tout? C'est ce qui explique. Il devient un vieux con, quoi. Non, mais non, vous savez, il n'y a qu'un moyen de ne pas finir vieux con. C'est d'accepter d'être vieux. Hmm. Le vieux con, c'est celui qui n'accepte pas d'être vieux. Or, Mélenchon, il veut se réincarner en Che C'est Guevara, ça que j'allais en dire. Hugo Chavez, que sais-je, moi, en Léon Blum, les bonjours. C'est des gens qui n'ont pas d'authenticité, quoi. Hmm. Et la gauche est devenue aujourd'hui une espèce là, on est dans l'affaire de Carpentras, hein, Oui. hein, une espèce de fabrique à phrases toutes faites, quoi. Hmm. Hmm. Ils n'ont plus de lien avec le réel. Hmm. Et tout de même, vous parlez de Carpentras, à l'époque, critiquable bien sûr tous, mais dans l'équipe de Mitterrand, il y avait quand même des pointures. Là, on a l'impression Oui, des Dumas, des Ah oui, mais des Dumas, Jox, j'ai travaillé avec Ah son... oui, oui. J'étais dans son cabinet, moi. On a l'impression que ces gens-là ont disparu, ou Ah, mais ils ce sont plus... type Attendez, d'individu. mais complètement- Roland Dumas a été l'un des premiers à reconnaître que l'affaire de Carpentras, c'était un coup monté. Oui, oui, par Jox. Par Jox, bon. Hmm. Bon. Lequel Jox m'a serré la main très gentiment il y a de ça 2-3 ans, en souriant. Oui. Mais là, si vous voulez, on peut les comprendre. Mitterrand était en baisse dans les sondages, il fallait remonter. Diviser la droite. Diviser la Ouais. droite, ils ont monté un coup. Ouais. Bon, ça a marché. Mais le faire à vide maintenant, pourquoi? Hmm. C'est idiot, c'est contre-productif. Alors, parlons un peu de politique, justement. Vous dressez le constat. Vous avez fait partie, quand vous étiez au Rassemblement National, enfin à l'époque c'était le Front National. J'ai jamais été au FN. Hein. Non, mais vous avez été dans un comité. Voilà, Voilà. une nébuleuse. Voilà. Mais on vous appelait, justement, on disait que vous faisiez partie des figures de la dédiabolisation. Est-ce que vous pensez que cette stratégie que Marine Le Pen poursuit, peu ou prou, où on part d'un mouvement dont la figure de proue, Jean-Marie Le Pen, a émergé dans les années 80, peut-être trop tôt, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que ces idées, au départ, qui véhiculaient, alors pas toutes, mais on les retrouve maintenant au pouvoir en Italie, en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis, et en France, toujours pas. On est toujours dans un... Ouais. Il semble que la France reste... Ça a été un prophète. Hein. complètement. C'était un prophète. J'étais Et pour vous l'avez une... combattu à l'époque, Oui, con de comme gauche. Julien Drey. Con de gauche. Oui. On était persuadés, Mhm. on nous avait vendu... C'est l'affaire... Moi, c'est l'affaire de Carpentras aussi qui me permet, Oui. je l'explique en détail dans le bouquin, qui me permet de prendre conscience de la malhonnêteté intellectuelle de la gauche, quoi. Bon, là, j'en prends conscience à ce moment-là. Mais c'est tout ce mécanisme, quoi, qui fait qu'à un moment donné, la gauche a perdu son lien avec le réel. Mhm. Et c'est toujours le cas. Ah, j'ai l'impression que c'est toujours le cas, hein. Mhm. Complètement. Hein. Alors, en 2022, vous avez quitté le RN pour rejoindre le camp d'Éric Zemmour. Est-ce que vous regrettez ce choix? Oui. Pourquoi? Oui. Alors, pour revenir sur la dédiabolisation, Oui.
moi, j'étais partisan d'une dédiabolisation rhétorique. Qu'on se comprenne bien. Hein. J'ai lu Gramsci, j'ai lu Trotsky. Je sais ce que la rhétorique peut faire. D'accord, hein? Bon. J'ai lu Aristote aussi. Et d'abord, qui est le père fondateur. On l'oublie trop souvent. Hein. Bon, qui est le père fondateur. Bon. Donc, je sais que tout est rhétorique. Et je voulais une dédiabolisation rhétorique. Mais pas une dédiabolisation d'idées. Qu'on se comprenne bien. Bien sûr. Or, si le Rassemblement national perd ses idées, il est foutu. Alors, il pourra avoir une chance électorale, parce que la France est dans une telle fatigue, un tel épuisement, que tout peut arriver. Mais qu'est-ce qu'il fera de concret, quoi? Voilà, c'est la question que je me pose et qui me préoccupe. Et je suis contre la dédiabolisation des idées. Parce qu'à l'inverse, on a un personnage, Donald Trump, pour ne pas le citer, voilà, mais il a raison. qui lui a appuyé là-dessus. C'est ce que le RN devrait faire. C'est-à-dire a choisi la transgression. transgression. C'est ce que je ferais si j'y étais, moi. Et quand j'y étais, du reste, c'est ce que je faisais. Alors, justement, pour vous, quel est l'avenir aujourd'hui politique? Vous continuez... Vous écrivez vos mémoires, vous n'allez pas en rester là, vu la fougue que vous démontrez. Je ne veux plus... on me demande de m'engager, hein, je ne vous le cache pas. Hein, bon, on voudrait que je me présente à la mairie de Nîmes. Je ne veux pas. Si vous voulez, la période est tellement désastreuse. Elle reflète une telle détérioration générale que j'attends que ça explose. Je suis au pied du Vésuve. Voilà. J'attends que ça explose. Qu'est-ce que je vais faire en politique? Je vais aller dans des émissions de télé. Ils font quoi à l'heure actuelle? Ils font de la télé, hein? Ah bah oui. À part ça, que font-ils? À l'Assemblée, ils parlent pour rien. Oh, il y en a certains qui s'occupent quand même de leur circonscription. Oui, ils veulent être réélus, c'est bien ça, oui. Mais c'est bien, on ne peut pas leur reprocher. Moi, c'est ce que je faisais, hein, je m'en occupais. Bon. Mais moi, quand même, quand j'étais député, ce que j'avais inauguré, et ils devraient tous le faire, c'est que j'accompagnais les gens à l'URSSAF, au fisc. Je faisais chier le percepteur. Toujours dans cette haine du pouvoir. Voilà, du petit pouvoir, petit pouvoir. J'accompagnais. Comment vous êtes? Oui, je suis député. Ça fait. Il vous a écrit 20 fois, vous lui répondez pas. Pourquoi? Ah, mais je dis non, mais c'est. L'autre. Oui, j'accompagne madame. Je me rappelle de ça, une vieille dame. Elle avait attendu 1h30 à l'URSSAF. Je dis mais vous la dédommagez pour l'heure et demie que vous... Alors, vous comprenez, ça les emmerde quand un député déboule. Surtout une grande gueule, hein. Et puis en plus, vous étiez connu. Bon. Et j'ai aidé beaucoup de gens comme ça. Faire la queue à l'hôpital, m'asseoir. Et ça prend du temps. Et ah oui, mais bon. Comme quand on pense qu'ils ont déjà du mal à rester présents à l'Assemblée, à faire de la acte de présence. C'est comme ça qu'on aide. Hein. C'est bien. J'ai une question pour terminer. Est-ce que si, imaginons que Marine Le Pen arrive au pouvoir ou Jordan Bardella, si on vous propose de devenir le ministre de la Justice de Marine Le Pen, comme votre confrère, que vous n'aimez pas, vous l'avez dit tout à l'heure sur CNews, Éric Moretti l'a fait pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous accepterez cet exercice de l'avocat qui devient, qui change de... Bon, elle ne me le proposera pas, mais donc c'est de la fiction, mais si elle me le proposait, je dirais oui. Parce que c'est quand même... C'était compliqué pour M. Moretti. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut redonner à la magistrature le statut de pouvoir. Elle est une autorité. Et ça la complexe. Il faut décomplexer les juges. Vous avez écrit qu'à l'époque du juge Michel, il n'existait pas encore d'infranchissable barrière de détestation entre les avocats et les magistrats. Voilà. C'est ça dont vous parlez. Voilà. Il faut les... Et puis, il faut créer une responsabilité des magistrats.
il faut qu'il soit responsable. Il faut interdire le syndicalisme idéologique. Mettre un terme au syndicat de la magistrature. Au syndicalisme idéologique. Autoriser le syndicalisme d'organisation, de fonction, oui. Mais toute forme d'expression idéologique, non. Interdire la présence de magistrats dans les ministères. Comment peut-on être pendant 10 ans, 5 ans au cabinet de tel ministre et après aller rendre la justice impartialement? Ça ne paraît pas concevable. Réformer complètement l'école de la magistrature pour qu'on revienne à un droit, excusez le pléonasme, non plus idéologique mais juridique. Mais surtout, les décomplexer, quoi. Rendez-leur le pouvoir. Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas c'est parce qu'ils ne sont plus un pouvoir qu'ils prennent le pouvoir. Ils sont le pouvoir parce que les politiques... Bon. Et de ce point de vue-là, les deux exécutions provisoires demandées pour Nicolas Sarkozy et pour Marine Le Pen, vous pensez quoi? C'est le politique qui... Mais vous comprenez, il y a une telle... Vous avez été avocat d'ailleurs de Marine Le Pen. Oui, absolument, oui. Il y a une telle... je connais beaucoup de magistrats. J'en fréquente beaucoup. On a même une fois par mois une réunion avec des magistrats à la retraite et des avocats. Ancien président du tribunal correctionnel, ancien président de la cour d'assises, ancien président de la cour d'appel, et on parle. J'apprends des choses extraordinaires, moi. Pourtant, j'ai exercé pendant 40 ans, je ne savais pas certains trucs qui m'apprennent sur les combines intérieures. Les trucs pas signés, qu'on signe après coup, enfin bon, c'est effarant ce que j'apprends. Mais mes déjeuners, une fois par mois, sont d'une richesse inouïe. Bon. Et quand je discute avec ces magistrats d'hier, ils me disent, nous, on était parfois des sales cons, mais on n'avait pas d'idéologie. On avait la légalité. On était pétris de l'idée, un peu enfermante peut-être, de l'égalité. Il y a ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Il y a ce qui est jurisprudentiel et ce qui n'est pas jurisprudentiel. Je discutais l'autre fois avec des magistrats dont l'ancien président d'un tribunal correctionnel et l'ancien président d'une chambre des appels correctionnels du concept d'ordre public démocratique. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça, c'est l'idéologie. Mais oui, il me disait, jamais il me serait venu à l'idée de définir un ordre. Mais qui suis-je? Mais qui suis-je pour définir un ordre public? Lequel ordre public n'a jamais été défini? Parce que vous pouvez chercher dans tous les manuels, dans tous les traités, vous ne trouverez pas une définition de l'ordre public. Et ces magistrats qui ont occupé des places très importantes me disent, mais jamais je n'aurais osé écrire que Marine Le Pen ou n'importe qui avait porté atteinte à l'ordre public démocratique. Oui, c'est fou. Vous voyez ce qui est arrivé? Alors ça, c'est dû à l'enseignement, à la fac, à l'école de la magistrature, à la puissance culturelle de la presse de gauche, qui influence beaucoup. Et il faut combattre tout ça. Il faut le combattre parce que c'est pernicieux, un pays dont la justice va mal. Gilbert Collard, merci beaucoup pour cet entretien très dynamique. Et je rappelle votre livre dont le tome 2 sort, Indéfendable mémoire, aux éditions Mareuil. Voilà, je le remontre. Le tome 3, bientôt, non, bientôt. Dans un an alors. Ah oui. Alors rendez-vous dans un an, on se retrouve ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous reviendrez la semaine prochaine toujours plus nombreux pour assister à une nouvelle édition du Grand Entretien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.